Dans le monde de Jujutsu Kaisen, il existe des individus qui ont fait preuve de talent ou d'une incroyable compréhension de l'énergie occulte. Le monde de l'exorcisme comporte plusieurs principes très complexes, sans parler des sorts innés et des territoires qui sont propres à chacun. Tellement complexes qu'il a fallu plusieurs siècles pour que certains individus puissent prétendre avoir parfaitement compris le fonctionnement de l'énergie occulte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma chaîne pour parler des génies dans Jujutsu Kaisen. Mais pas n'importe lesquels. Si jamais vous êtes anime only, vous vous en doutez, je risque de mentionner certains faits et des événements dont on a connaissance uniquement dans le manga. Trêve de bavardage, commençons par rentrer dans le vif du sujet en parlant du premier concerné. Un génie est à proprement parler une personne qui se démarque de façon exceptionnelle de ses semblables, généralement grâce à ses aptitudes ou une force intellectuelle hors du commun. Dans JJK, un génie est souvent celui qui possède une aptitude naturelle de compréhension et d'utilisation de son énergie occulte. D'ailleurs, la nature a vraiment bien fait les choses. Pour comprendre ce que je viens de dire, il faut remonter à une date précise. Le 7 décembre 1989, le jour où un joyau pur d'énergie occulte est venu au monde. La naissance qui avait littéralement troublé l'équilibre des forces. Il s'agit de l'héritier du clan Gojo, mais aussi du descendant de Sugawara no Michizane, l'un des plus grands esprits vengeurs du Japon. Dans un premier temps, il est évident de commencer par celui qui nous a tous marqués à l'unanimité, Satoru Gojo, l'élu qui est né avec le sixième œil et le sort de l'infini. Avant même d'entrer dans les détails et d'expliquer pourquoi Gojo est exceptionnel, il faut savoir que sa venue au monde relève littéralement du miracle, puisque ça fait plus de 400 ans qu'un membre du clan Gojo n'avait pas hérité à la fois du sort héréditaire et du don qu'est le sixième œil. Sachez que pour la société occulte, Gojo est un élu qui fera trembler le monde, littéralement, car comme je l'ai dit plus tôt, sa naissance a totalement bouleversé l'équilibre des forces, à un point où tous les maîtres des fléaux qui sévissaient à Tokyo ont dû interrompre leurs activités par peur d'être arrêtés par l'enfant du clan Gojo. C'est une dinguerie. D'ailleurs, cet enfant deviendra très vite une menace pour tous les exorcistes malveillants, mais aussi pour ceux qu'on appelle les dirigeants, qui voient en Satoru Gojo un homme qui peut totalement soulever la société et donc bafouer les traditions établies dans ce pays depuis des siècles. Ce dernier est tellement dangereux pour eux qu'il sera reconnu comme un exorciste de classe S avant ses 18 ans. Pour rappel, un exorciste de classe S est un exorciste qui a les capacités de renverser un pays à lui seul. Que ça soit ses amis ou ses ennemis, tous ont compris que Satoru est un génie. L'infini est sûrement l'un des sorts les plus complexes de l'œuvre. Cet espace impénétrable lui a littéralement permis d'être intouchable pendant 17 ans de sa vie. Du moins, jusqu'à ce qu'il rencontre Toji. Mais cette barrière invisible a aussi engendré un désintérêt total de la part de Gojo pour le sort d'inversion. Vous savez, ce sort qui permet de se soigner et qui est littéralement indispensable quand on affronte des adversaires comme Sukuna. Eh bien, pendant une grande partie de sa vie, Gojo n'en a jamais eu besoin. C'est logique, parce qu'il possédait certainement la meilleure défense possible et qu'il n'avait jamais reçu un seul coup avant de croiser Toji. À quoi bon chercher à se soigner si t'as jamais été blessé? Là où c'est intéressant, c'est que normalement, tout utilisateur de l'infini qui se respecte se doit de savoir maîtriser le sort d'inversion. Car la seule et unique faiblesse de l'infini réside dans le fait qu'il s'agisse d'un sort extrêmement épuisant. S'il est constamment actif, une utilisation prolongée de celui-ci peut avoir des répercussions néfastes sur le cerveau de l'utilisateur. Et pour parer à ça, il se doit de maîtriser l'inversion. Mais attendez, est-ce qu'on vous a déjà dit que Gojo était l'élu? Vous savez, l'exception qui confirme toutes les règles. Et bah devinez quoi? Gojo n'a jamais eu à s'entraîner de sa vie pour maîtriser le sort d'inversion. Même s'il endommage son cerveau, car Gojo a hérité du sixième œil, ce don lui procure une capacité qui est essentielle pour utiliser l'infini à son plein potentiel. Mais là où Gojo excelle, c'est dans sa maîtrise parfaite de ses pouvoirs, car avec ceci, il est sûrement la personne qui comprend le mieux l'énergie occulte. Dites-vous que sa vision est différente de n'importe quel être humain, au point d'être capable de voir et de modifier la structure des atomes. Sa perception est décuplée, il voit tout avec une très grande précision. Même quand ses yeux sont cachés derrière un bandeau ou des lunettes noires, il peut absolument tout voir. Que ça soit l'énergie occulte, les impuretés et tous les êtres vivants sur de très longues distances. Même si c'est à travers un ou plusieurs bâtiments. Il est le seul à pouvoir distinguer l'énergie occulte et la présence de n'importe qui. Rien ne lui échappe. Gojo est littéralement l'œil de la providence de son univers. Je dirais même que Satoru Gojo est un être unique. Le qualifier de génie serait un euphémisme. Je vous ai parlé uniquement de ce qu'il avait acquis directement à la naissance, et cela suffit à prouver qu'il est clairement
hors du commun. Mais sachez qu'il n'a pas décidé de s'arrêter là. En plus de posséder l'idéal pour un exorciste, Gojo n'a cessé de progresser, et cela depuis que son infini a été transgressé. Ressentir la douleur et le choc a suffi à le pousser à développer le sort d'inversion, et à se relever comme si de rien n'était. Alors que la plupart des gens passent leur vie à pratiquer et à ne pas savoir comment maîtriser ce sort, Gojo s'en servira et deviendra l'un des meilleurs utilisateurs du sort d'inversion qui existe. On pourrait penser qu'il n'a jamais travaillé et qu'il s'est juste contenté de ce qu'il avait hérité, mais loin de là. Suite à l'affrontement avec Toji, il a vu que son infini n'était pas infaillible et a cherché à l'automatiser et même à l'améliorer. Après des années de travail, il finira par savoir comment prévenir tout danger et comment être plus rapide que n'importe qui, parce que oui, Gojo peut se téléporter sur de très longues distances et même téléporter d'autres personnes avec lui. Sans parler du fait qu'il est littéralement capable de léviter en l'air, ce qui lui donne un avantage considérable. Dans sa jeunesse, Gojo se contentait uniquement de ce qu'il avait, mais il a mûri. Et il a fini par comprendre qu'il devait être le meilleur dans tous les domaines, pour ensuite transmettre son savoir et créer une nouvelle génération d'exorcistes qui lui succédera. Et il est le mieux placé pour ça, que ça soit dans le domaine du corps à corps, du rayon noir, de l'extension de territoire, de la barrière, du rideau, du sort d'inversion, ou même du territoire simple. Je pense qu'on ne trouvera pas un personnage aussi complet que Satoru Gojo, même si, comme je vous l'ai dit, il a transmis son savoir à plusieurs personnes. Et je pense qu'il est temps de s'attaquer à l'un de ses successeurs et sûrement le plus prometteur. J'ai nommé Yuta Okkotsu. À l'origine, le protagoniste du manga n'était nul autre que Yuta, qui est aussi un descendant de Sugawara no Michizane et donc par extension le cousin de Satoru Gojo, comme ce dernier nous l'a confirmé dans le film Zero. Yuta était un jeune garçon tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui a été confronté très tôt au monde occulte. Son amie d'enfance, Rika, est morte écrasée par une voiture, forçant Yuta à la maudire inconsciemment en désirant qu'elle ne le quitte jamais, ce qui aura pour effet que l'âme de Rika le suivra toute sa vie. Sous forme de fléau bien sûr, et pas des moindres, puisqu'on la surnomme même la reine des fléaux. Avant même de savoir de quoi il était lui-même capable, Yuta sera immédiatement reconnu comme un exorciste de classe S grâce à l'immense pouvoir de Rika. En même temps, il s'agit de l'un des fléaux les plus puissants qui n'a jamais été vu. D'ailleurs, on apprendra qu'il est même impossible de l'exorciser. On pourrait croire que toute la puissance de Yuta repose sur Rika, mais pas du tout. En réalité, Yuta est à lui seul une véritable force de la nature. Faut savoir qu'il baigne constamment dans un énorme flux d'énergie occulte et que sa réserve d'énergie est bien plus grande que celle de Gojo. La seule différence, c'est que Gojo perd très peu d'énergie grâce au sixième œil. Mais avec la sienne, Yuta est tout le temps renforcé, ce qui fait que offensivement et défensivement, c'est sûrement l'un des exorcistes les plus solides. Sa relation avec l'exorcisme est très étroite car elle provient de base de sa relation avec Rika qui était remplie d'amour. Et c'est cet amour solide qui définit parfaitement le génie de Yuta. Un lien extrêmement solide qui peut surmonter n'importe quel obstacle. Comme Gojo le disait si bien, l'amour est le plus dangereux de tous les fléaux. Yuta n'a absolument rien à envier aux combattants les plus puissants qui existent. Surtout parce qu'il en fera partie et très rapidement. En à peine un an, Yuta avait appris ce que certains n'arrivent pas à assimiler en une vie. Je parle avant tout d'une maîtrise du sort d'inversion qui lui permet de se soigner mais aussi de soigner ses alliés et cela n'est clairement pas donné à tout le monde. En plus de ça, Yuta est l'un des seuls qui se sert du sort d'inversion de manière offensive. Il a réussi à exorciser un fléau de classe S en déversant de l'énergie positive à l'intérieur de son corps. C'est extrêmement fort et petite anecdote, peu de gens savent que Yuta est capable de faire ça. C'est déjà un exploit mais ça ne s'arrête pas là car Yuta c'est littéralement tout faire. Du corps à corps à la maîtrise parfaite des armes, en passant par le rayon noir et l'extension du territoire couplée à une maîtrise parfaite de son sort inné, Yuta est clairement le personnage de JJK qui possède le plus grand arsenal de techniques. Tout comme son cousin, je pense que le terme génie de l'exorcisme ne suffit même pas à rendre hommage à sa maîtrise dans tous les domaines. Récemment, en voyant son extension de territoire à l'œuvre et comment il l'utilise, on se rend compte que Yuta a su anticiper et maîtriser la quasi-totalité des sorts qu'il a copiés. Parce que oui, copier des sorts avec son sort inné implique de réussir à comprendre tous ces sorts et à capter comment les utiliser en fonction de la situation. Là on parle de plus d'une centaine de sorts et pour le moment il nous a montré qu'il savait maîtriser des sorts qui sont vraiment pas évidents à comprendre au premier abord, comme celui d'Uro et son contrôle du ciel par exemple. C'est une folie de savoir maîtriser ça du premier coup quand même. Je pense que dans son cas j'ai même pas besoin d'en dire plus pour qu'on comprenne pourquoi on le qualifie de génie. Yuta est quelqu'un qui a pratiqué notamment à l'étranger et qui s'est renseigné sur tous les domaines de l'occulte. Mais on ne peut pas nier que son sort inné et l'énergie occulte qu'il a hérité de Rika l'ont beaucoup aidé à se faire une place très
rapidement dans le haut du panier. Il a été le premier surpris par sa rapidité à gravir les échelons, parce qu'il ne cessera de se rabaisser et de se sous-estimer tout le long de l'œuvre. Loin de là un excès d'humilité, Yuta a bien conscience de ce qu'il est, et pour lui, tous ses atouts peuvent être synonymes de tricherie. La chance a peut-être été de son côté au niveau de ses capacités héritées, mais en tout cas, même avec tout ça, on ne peut pas lui retirer le titre de génie. Il est temps de passer à la personne suivante, un personnage qui a été intégré tout récemment dans le manga, mais qui a su nous choquer en très peu de temps. D'ailleurs, ce personnage est sûrement celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo, celui qui a été surnommé tout au long de sa vie, le génie. L'avocat préféré de ton avocat préféré. Hiromi Iguruma est sans aucun doute l'un des personnages les plus marquants de la traque mortelle. Dans un premier temps, car c'est un personnage qui n'a de base aucun lien avec le monde de l'exorcisme. Il fut éveillé à l'énergie occulte par Kenjaku et ne possède pas plus de 2 mois d'expérience. Et c'est justement ça qui est choquant. En à peine 2 mois, Hiromi nous a prouvé qu'il savait se débrouiller et qu'il a en quelque sorte toujours été fait pour ça. Comme je le disais, il peut exister plusieurs sortes de génies, comme les génies académiques, intellectuels ou dans une discipline particulière. S'il y a bien une personne qui a excellé tout au long de sa vie, c'est bel et bien Hiromi. Absolument tout lui a réussi. Mais là où c'est contradictoire, c'est qu'Hiromi est en fait dépossédé de toute envie de gloire. Vu son immense talent, on lui avait proposé de devenir juge, mais il a préféré rester avocat pour continuer à défendre autrui. Il a préféré se restreindre pour défendre ses principes. Mais une fois que sa vie a basculé avec l'arrivée de la nouvelle société que Kenjaku a voulu créer, Hiromi a dû s'adapter, et comme dans son ancienne vie, il a très vite compris comment réussir et comment se servir de ses atouts, ce qui a fait de lui l'un des seuls participants à réunir plus de 100 points durant la traque mortelle. À titre de comparaison, Kashimo a réussi à accomplir cet exploit également, mais dans son cas à lui, on parle quand même d'un exorciste confirmé, qui a pratiqué toute sa vie et qui a traversé les siècles pour retrouver son prime, et justement se déchaîner avec toutes les connaissances occultes qu'il avait accumulées. D'un côté, on a quelqu'un qui a plus de 50 ans d'expérience, et en face, quelqu'un qui a à peine 1 mois à ce moment-là. Une folie de se dire qu'Hiromi a été capable de s'adapter à ce nouveau mode de vie, mais c'est pas tout. Comme dans ses anciens domaines de prédilection, le génie d'Hiromi est bel et bien présent. Son sort inné est directement lié à une extension de territoire, ce qui fait de lui un exorciste qui maîtrise le plus grand atout possible. D'ailleurs, la sienne est très particulière et lui convient parfaitement car c'est grâce à elle qu'il a pu gagner tous ses combats. Face à Sukuna, il développera même le prolongement de territoire, un atout non négligeable dans un combat face à un adversaire puissant. Pour en revenir à son ancienne vie, son intellect et sa grande capacité d'apprentissage ont poussé ses pairs à lui attribuer le surnom de génie. Suite à ses encouragements, sa réussite dans le domaine du droit lui a valu une graduation hiérarchique exceptionnelle. Mais aujourd'hui, pour être surnommé génie de l'exorcisme en si peu de temps, il ne lui manquait plus qu'une chose, et c'est Sukuna qui le remarquera. Avant même qu'il ne le fasse de plein gré, Sukuna lui avait demandé de se soigner et de se donner à fond pour faire repousser ses membres, après qu'il les lui ait tranchés. Et c'est à ce moment précis que celui qui n'a jamais voulu se donner à fond, celui qui n'avait jamais voulu être sous les projecteurs, fut obligé d'admettre qu'il était le meilleur. En réussissant sans aucun problème là où des personnes qui avaient passé leur vie à essayer de le développer, sur la demande de son ennemi, Hiromi avait réussi à débloquer le sort d'inversion. Ce qui poussera Sukuna à avouer que la personne en face de lui est bel et bien un génie, comparable à Satoru Gojo, avec ces mots provenant directement de la bouche du roi des fléaux, qui admettra qu'Iguruma est un joyau brut, qui possède un talent illimité. Et c'est à ce moment précis que l'auteur lui-même nous rappelle que tous ceux qu'il connaissent répètent la même chose. Ce type est un génie. Malheureusement parti trop tôt, Hiromi Iguruma aurait pu aller tellement loin. Dites-vous que même Sukuna regrette sa disparition, et ça franchement, c'est fort. C'est pour ça que pour le dernier cas de cette vidéo, on va s'attaquer à la dernière personne qui peut prétendre au titre de génie. Cette personne, vous la connaissez, car il s'agit du protagoniste du manga. J'ai nommé Yuji Itadori. J'en vois déjà certains crier derrière leurs écrans. Quoi? Mais comment ça? Mais Yuji, il est nul, il a pas de sort, il a pas d'extension, il sait rien faire. Alors, stop, je vous arrête tout de suite. Yuji a de loin l'une des plus grosses marges de progression du manga. Le frérot, il revient de très loin. À l'origine, c'était juste un mec qui mettait des gauches-droites. Et aujourd'hui, bah, c'est toujours le cas, oui. Mais attention, chacun de ces coups affecte directement l'âme de son adversaire. Rien que ça. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez à quel point l'âme a une place importante dans Jujutsu Kaisen. Pour l'anecdote, Yuji possède bel et bien un sort inné qui lui permet, selon ce que l'on sait, d'échanger les âmes, comme il l'avait fait avec Kusakabe. J'ai même pas besoin de parler de sa résistance, parce que comme vous pouvez le voir actuellement, il peut tenir tête à Sukuna sans aucun problème. Le seul défaut notable de Yuji, c'est qu'il n'était pas capable de se soigner, mais ça, c'est du passé. Durant le mois d'entraînement avec Gojo et les autres, Yuji a réussi
réussi à développer son propre sort d'inversion qui est extrêmement performant. D'ailleurs, Sukuna remarquera que les soins que Yuji applique sur lui sont très efficaces. Rien qu'avec cette stat, on peut affirmer que la capacité d'apprentissage de Yuji est meilleure que celle d'Iguruma qui était déjà incroyable. Mais là où Yuji diffère de Yuta et d'Hiromi, c'est qu'il se servait de l'énergie occulte uniquement pour renforcer ce qu'il maîtrisait déjà, c'est-à-dire ses différents arts martiaux. En fait, c'est un peu comme Gojo qui se contentait uniquement de ce qu'il avait au départ, comme quoi dans le fond, l'élève et le maître ne sont pas si différents que ça. Yuji ne savait pas qu'en réalité il était déjà prédisposé à réaliser de grandes choses, notamment en remontant jusqu'à sa conception, qui a eu pour but de créer un réceptacle de Sukuna, mais surtout un être capable de résister et d'absorber les pouvoirs du roi des fléaux. On pourrait s'arrêter là, mais on n'a même pas parlé du fait que Yuji est étroitement lié au clan Kamo, notamment grâce à Kenjaku et Shozo. On sait que Yuji a suivi l'entraînement de Noritoshi Kamo dans le but d'apprendre leur technique, et il semblerait que ce soit lui qui ait utilisé le sang perforant contre Sukuna. Le but n'est pas de citer ce que Yuji est capable de faire, mais de montrer que bien que sa progression soit brute et moins évidente que celle des autres, il est tout aussi brillant. Je n'ai même pas parlé de sa maîtrise du rayon noir, qui est surprenante et qui lui a permis de réaliser le record de Nanami, ni même de sa potentielle extension de territoire qui ne saurait tarder à être révélée. Dans tous les cas, Yuji a encore beaucoup de choses à nous montrer comparé aux autres et son potentiel est juste dingue. Mais en prenant en compte ce que j'ai dit, ça ne fait aucun doute qu'Itadori Yuji est un génie. Il mériterait une vidéo dédiée, ça c'est sûr et certain. Je sais que certains s'attendaient peut-être à voir d'autres personnages que l'on pourrait considérer comme des génies. Jusqu'ici, les critères dans les grandes lignes sont la maîtrise du sort d'inversion, une parfaite compréhension et adaptation au monde occulte et à tout ce qui y touche, une capacité d'apprentissage exceptionnelle, et pour finir, un héritage de capacités parfaitement maîtrisées ou un talent inégalé. Avec cette liste, normalement, 2 personnages vous viennent en tête. Si depuis le début je n'ai pas parlé de Sukuna et Kenjaku, c'est parce que pour l'un j'attends d'en savoir plus sur ses années d'expérience, son passé, son apprentissage de l'exorcisme et surtout son passage d'humain à fléau, parce que c'était un humain à la base, il faut pas l'oublier. Pour l'autre, malheureusement, j'aimerais bien dire que j'attends d'avoir son flashback pour en savoir plus, mais bon, vu l'état actuel des choses, ça va être un petit peu compliqué quoi. Non, plus sérieusement, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle était censée sortir beaucoup plus tôt, mais finalement, j'ai préféré prendre mon temps afin d'avoir plus d'infos, sur Yuji et Yuta notamment. Ne vous inquiétez pas, pour les prochaines fois, j'essaierai de moins espacer les vidéos. En ce moment, je suis pas mal occupé à préparer certains projets, donc la prochaine vidéo va peut-être prendre un peu de temps. Pas autant que celle-ci, je vous rassure. Bon, je vous dis un petit secret, je vais être honnête avec vous. En ce moment, je joue aussi à Persona 3 Reload, pour ceux qui connaissent, et franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, j'aimerais bien varier les sujets que j'aborde sur YouTube. Est-ce que certains d'entre vous sont branchés jeux vidéo? Si c'est le cas, faites-le moi savoir, parce que j'ai déjà commencé à écrire là-dessus. Déjà, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est fou, sachez que vous êtes vraiment des bons. Bien évidemment, la rengaine classique, mais je suis obligé de vous le dire, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et bien sûr, si vous le pouvez, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Dans tous les cas, tout est en description si jamais. Je vais pas vous retenir plus longtemps, mais n'oubliez pas que vos avis m'intéressent vraiment parce que c'est grâce à ça qu'on avance. Sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine.